Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. En attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous lancer un petit sondage. Comme ça, vous pourrez répondre directement sur l'écran. Et puis voilà, on attend juste quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Et bonjour à tous du coup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, on t'entend. Ok, C'est Maxime? super. Ouais, c'est moi. Je vais couper mon micro parce que je suis dans le train. Ok, ok. Bonne conférence, hein. Merci. Pour tous ceux qui nous rejoignent, merci à tous d'être parmi nous pour ce webinaire. Donc voilà, vous pouvez répondre directement à l'écran à cette question. Donc, à quelle fréquence avez-vous recours à la fabrication additive? Donc voilà, je vous invite à patienter encore quelques petites minutes et puis on va pas tarder à démarrer. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc je vais clôturer le sondage et puis vous partager les petits résultats. Alors. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une tendance avec plusieurs personnes qui utilisent quand même la fabrication additive. On a une majorité de personnes qui l'utilisent ponctuellement, voire très souvent. Donc on a quand même un public qui a l'habitude d'utiliser de la fabrication additive en tout cas. Alors, je suis Daphné Cucumel d'Alizé Plasturgie. Donc, je vais être un petit peu la modératrice pour ce webinaire autour de la conception en impression 3D avec des matériaux de performance. Donc, pour information, le webinaire, il va durer à peu près 40 minutes et on va pouvoir répondre à vos questions en fin de présentation pendant 5 à 10 minutes environ. Donc, pour cela, n'hésitez pas à partager toutes vos questions sur le chat qui est vraiment dédié à ça. Donc voilà, si vous avez la moindre question pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part et puis on pourra revenir vers vous soit à la fin vraiment en direct, soit après par la suite directement vers vous. La rediffusion sera disponible sur notre site internet Alizé Plasturgie, comme à notre habitude, et elle sera accompagnée donc de la présentation PDF de ce webinaire. N'hésitez pas aussi à partager votre avis, vos commentaires, vos impressions après le webinaire par le biais de notre enquête. Voilà, c'est juste quelques petites questions qui vont vous être proposées une fois que vous allez clôturer le webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphane Rodriguez, qui est chargé de projet fabrication additive chez Alizé Plasturgie et que certains d'entre vous connaissent certainement. Et puis, je suis aussi accompagnée donc d'Alexandre Dorsetti, qui est responsable de Sculpteo Studio, qui est l'un de nos partenaires au sein de notre plateforme et qui va animer ce webinaire. Je vais juste laisser la parole à Stéphane, du coup, pour qu'il puisse poursuivre la présentation. Bonjour à tous et merci de suivre ce webinaire. Je vais rapidement vous parler de la plateforme et de ce qu'on propose autour de cette plateforme. Donc la plateforme fabrication additive d'Alizé, elle regroupe les technologies les plus utilisées sur le marché, ce qui permet de venir sur un premier niveau tester des choses, tester différentes matières, venir benchmarker sur les différentes technologies pour se rendre compte un peu des aspects de surface, des tolérances dimensionnelles qu'on peut obtenir suivant les typologies de pièces qu'on peut avoir en interne. Donc notre rôle il est vraiment d'accompagner des industriels sur un premier niveau dans l'intégration d'une technologie, le choix d'une technologie, le choix d'une matière, aller sur du diagnostic pour identifier un petit peu les différentes topologies de pièces dans les entreprises, travailler sur de la reconception, sur des pièces du type par exemple main de préhension, gripper, ce genre de choses. On a également un accompagnement pour tout ce qui est aide à la mise au point, c'est-à-dire qu'on peut répondre par téléphone ou sur place si vraiment le problème est assez grave, trouver des solutions à des problématiques que vous pourriez avoir en interne sur l'utilisation d'une imprimante. Donc voilà, on travaille ensemble pour trouver un profil matière ou des solutions pour les matières rencontrées. Donc, elle est vraiment dédiée au benchmarking, cette plateforme, et au test et à la découverte de la fabrication additive. On peut également travailler sur un niveau plus avancé, donc sur de la formation, une fois que les technologies sont intégrées. Donc, de la formation sur différentes technologies, fil, poudre, résine. On a également un axe qui est assez spécifique à notre structure, qui est l'accompagnement au développement d'outillage pour l'injection ou le thermoformage
sur des empreintes donc polymères en fabrication additive. On a travaillé sur le projet Acapulco, qui est un projet qui nous a permis de tester énormément de choses à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'accompagner les industriels sur ces thématiques et on sait que ça touche vraiment pas mal notre réseau. Donc je vais laisser la parole. Non, juste avant, je vais préciser, hop, si ça veut bien passer. Voilà. Donc je vais préciser que la plateforme était financée dans le cadre d'un PIA par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoires. Donc un plan d'investissement d'avenir. Donc c'est un investissement fait pour la région, pour les industriels. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à en profiter. On est d'ailleurs intégré sur un programme d'accompagnement qui permet aux industriels de profiter de 50% de réduction sur leurs prestations. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais donc donner la parole à Alexandre de Sculteo, donc sur une business unit qui s'occupe notamment de tout ce qui touche à la reconception et à l'accompagnement sur le choix des matières. Et donc à vous, Alexandre, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présent à ce webinaire. Je vais vous présenter justement donc les logiques de conception pour la fabrication additive qu'on utilise couramment et nos nouveaux matériaux de performance qui sont vraiment dédiés à l'industrie. Voilà, donc je vais enlever ma caméra pendant la présentation parce qu'il y a notamment des vidéos et puis c'est parti. Hop, voilà, très bien. Alors Sculteo, c'est un service de fabrication additive qui a une dizaine d'années environ. Enfin même assez exactement une dizaine d'années. Donc nous avons développé des solutions logicielles pour rendre l'impression 3D disponible en ligne, en reliant une interface web à notre parc de machines. Donc c'était vraiment ça l'ADN de Sculteo à la base, que les gens puissent commander directement en ligne leurs pièces en la chargeant sur notre site, en ayant un accès à un parc machine professionnel et avec un prix, un devis en ligne direct et un délai pour obtenir leurs pièces. Donc rapidement, les progrès machines et le développement de l'entreprise permet de faire de plus en plus des séries, de pas seulement travailler avec des particuliers ou du prototypage, mais proposer aussi des matériaux plus variés, performants et aller plus vers des séries. Dans cette dynamique, fin 2019, nous avons rejoint le groupe BASF via l'entreprise BASF 3D Printing Solutions, qui développent des matériaux pour l'impression 3D. Donc, on profite de leur R&D et de leur travail qui est fait sur le développement des matières et au fait qu'ils fabriquent des matières. On bénéficie aussi de leur support technique, notamment pour tout ce qui est simulation et développement. On le verra un peu plus loin. Et l'approche de BASF, c'est vraiment de développer des matériaux selon les besoins du marché pour apporter une réponse matérielle à des problématiques précises. Et ça nous permet, nous, de vraiment pouvoir répondre à des attentes de clients sur des problématiques précises. Et je vais vous présenter un peu plus loin une partie des matériaux. Donc, notre usine de Villejuif, c'est une usine de 1500 mètres carrés sur 3 bâtiments qui sont vraiment dédiés à la production, avec une quarantaine de personnes qui sont là pour faire tourner les machines et les fonctions support. On a plus d'une trentaine d'imprimantes 3D maintenant industrielles. Et on est certifié ISO 9001 depuis 3 ans. Ça va être la 3e année. Donc en termes de capacité technologique, on utilise beaucoup les technologies sur lit poudre, donc SLS et HP, avec différentes machines. On utilise aussi des technologies à résine, c'est quelque chose qu'on développe pas mal en ce moment, notamment avec des machines pour des grandes capacités comme les photocentriques Magna. Il y a marqué Magma, mais c'est Magna. Et également du FDM sur des solutions de grande dimension comme les Big Rep One qui permettent de faire des pièces jusqu'à 1 mètre cube. Ce qui est intéressant avec les machines de résine et de FDM, c'est qu'il y a peut-être plus de souplesse pour aller changer de matériaux et pouvoir expérimenter des choses nouvelles ou explorer le catalogue notamment de BASF plus rapidement. Sur les systèmes poudre, on est plus sur de la production en série où on va dédier des machines sur des matériaux, bien qu'évidemment il est possible pour des séries importantes de changer de matériaux sans problème. Donc justement, en termes de matériaux, on travaille beaucoup le PA12,
et des déclinaisons de PA12, mais également maintenant du PA11 et du PA6, des TPU, du Polypro. Je vais rentrer un peu plus dans le détail des matériaux poudre plus loin. Et sur les résines, on travaille, comme je vous disais, on a accès à un catalogue assez varié, et les résines, on peut vraiment aller chercher des matières plus au cas par cas, donc on a cette souplesse-là sur les machines. On produit aussi des pièces en métal, mais ici, c'est pas tout à fait l'objet de ce webinaire. Et alors moi, pour ma part, je m'occupe de Sculpteo Studio. Donc Sculpteo Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une agence, enfin, c'est intégré, on va dire, à Sculpteo, un studio de design et de conception qui fonctionne un peu comme un bureau d'études où on va venir développer les projets de nos clients. En fait, on va accompagner les clients pour trouver les solutions les plus adaptées à leurs besoins en termes de matière, en termes de technologie, et on va également dessiner leurs projets, soit disons, modifier un projet existant pour le rendre plus adapté à la fabrication additive, soit vraiment plus souvent partir d'une page vide, d'un cahier des charges, pour vraiment concevoir le projet le plus approprié et pouvoir aussi itérer très rapidement, tester. Voilà. Donc le type de projet qu'on fait le plus souvent, ça va être beaucoup des pièces légères ou des pièces complexes avec des structures internes qui sont pas forcément évidentes à faire pour le client. Donc des pièces typiquement avec des lattices ou des pièces creuses qui doivent faire passer des flux ou ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait également beaucoup de pièces, disons, des pièces mécaniques ou des pièces de système un peu innovants comme des grippers, des pièces, là en haut à droite, c'est une pièce d'embrayage monobloc, quoi, imprimée en un seul élément, ou des pièces pour faire transiter des flux parce que c'est des formes qui s'y prêtent bien à l'impression 3D et qui résolvent tout un ensemble de problématiques d'étanchéité et de complexité de pièces. Donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. On fait aussi beaucoup de boîtiers électroniques et de supports, enfin de pièces électroniques, parce que ça permet, quand les clients ont besoin de petites séries, voire de 1000 pièces par exemple, avec un boîtier un peu complexe qui intègre beaucoup d'éléments type clips, système d'ouverture pour le son, peut-être parfois aussi des systèmes de diffusion pour la lumière, pour laisser passer des LED en façade, ce genre de choses. On a un peu un catalogue de solutions à force de développer ce genre de projet, et on peut très rapidement, en quelques jours, avoir un premier prototype fonctionnel et tout de suite embrayer sur la production de 100 pièces, 1000 pièces. Donc sur l'électronique, il y a beaucoup de demandes. Mais du coup, pour parler de design pour la fabrication additive, il est bien important d'avoir en tête ce que c'est que la fabrication additive. Donc, je vois par rapport au premier sondage qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà familiers. Donc, sur cette partie-là, vous allez peut-être pas découvrir des choses révolutionnaires, mais en tout cas, il y a quelque chose il y a plusieurs points que je trouve intéressant de rappeler. La fabrication additive, déjà, c'est un ensemble très large de technologies qui fonctionnent par addition de matière, donc, et on a parfois une vision un peu disons, selon les machines qu'on emploie, on n'a pas forcément une vision suffisamment large de tout ce qui est possible. Mais ce qui est récurrent, c'est que c'est donc un procédé additif qui permet de produire des structures complexes, un peu comme on peut l'observer dans le vivant. Là, j'ai mis deux images à gauche de structures d'os humains et puis d'alvéoles d'abeilles hexagonales, donc de nids d'abeilles. Et c'est souvent des modèles assez instructifs pour l'impression 3D, on le verra plus loin. Donc dans les technologies les plus courantes, les plus connues, celle peut-être la plus connue, la plus utilisée, c'est le dépôt de fil, qui est à la fois assez abordable avec des premiers prix de machines qui sont très bas et de nombreux filaments disponibles, une accessibilité rapide, on peut vite faire des pièces qui sont fonctionnelles, et il y a un potentiel technique qui est tout à fait suffisant pour du prototypage, voire un certain type de production, et des matériaux techniques comme l'ABS, l'ULTEM, le PIC. Il y a quand même un bon catalogue de matériaux techniques sur le FDM, ce qui fait que c'est une technologie qui est très utilisée. C'est aussi une technologie qui a besoin d'avoir des supports. On verra que ce n'est pas le cas de toutes les technologies.
Donc ça permet de faire une grande variété de pièces. C'est souvent une machine qu'on retrouve dans les bureaux d'études pour tester les premiers prototypes notamment. Ensuite, on va avoir toute une famille de machines qui fonctionnent par photopolymérisation. Donc là, quelles que soient les sources de lumière, le principe est le même, c'est qu'on a une lumière qui va venir polymériser une résine liquide, souvent, qui a aussi besoin, comme en FDM, d'avoir des supports. Et là, la lumière, les sources, ça peut être du laser, du DLP, du LCD, il y a plusieurs technologies. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais disons que le point récurrent des résines. Donc il y a aussi des machines qui sont assez accessibles et qu'on va retrouver assez fréquemment. Il y a d'autres machines qui sont plus adaptées à la production et qui permettent de faire des pièces en série. Ce qui est récurrent dans la résine, c'est quand même souvent une très bonne qualité de surface, donc avec moins l'effet de strat qu'on va avoir en FDM, un grand niveau de détail aussi possible. Et comme je disais, il y a des petites machines, il y a aussi des grandes machines qui permettent, notamment comme la Magna, de vraiment raisonner sur des logiques de série avec des temps d'impression de plus en plus courts. Ensuite, il va y avoir toutes les technologies à lit de poudre, donc là, qui sont pour le coup auto-supportées. Donc le principe, c'est que là, on a de la poudre solide qu'on va venir solidifier couche par couche. Donc il y a plusieurs technologies. Nous, celle qu'on utilise, c'est le SLS, le frittage laser. Donc là, ça fonctionne via un laser qui va venir solidifier la poudre et ensuite on remet une fine couche de poudre, le laser resolidifie la couche suivante, etc. Donc l'intérêt de ces technologies, c'est que on a une grande liberté de forme parce que la pièce est auto-supportée, donc on a un peu de contraintes de ce côté-là. Par contre, c'est un peu à double tranchant parce que la liberté qu'on gagne formellement, c'est aussi une contrainte parce que il va falloir sortir la pièce de la poudre. Donc ça pose pas de problème parce que la poudre se tient pas, donc on n'a pas de mal à extraire la pièce de la poudre. Par contre, il faut ensuite extraire la poudre de la pièce et ça peut être plus complexe parce que si on veut faire des circuits creux, ce genre de choses, parfois il faudra mieux travailler sur de la résine ou du FDM parce que on n'a pas des pièces qui se retrouvent pleines de poudre et dont il faut évacuer la poudre. Donc ça génère des pièces légèrement poreuses et granuleuses, mais tout de même avec un très bel aspect et des strates peu visibles, et avec une grande variété de finitions possibles et de post-process, comme du lissage chimique ou mécanique, de la teinture, du grenaillage, de la tribofinition. Donc c'est quand même des technologies très utiles pour la production. Une autre technologie qu'on utilise beaucoup, c'est le MJF, donc le système d'HP, où là, au lieu que ce soit un laser qui va venir solidifier la matière, c'est un agent qui est issu de ce qu'ils savent faire sur le jet d'encre. C'est un agent qui est déposé sur la couche de poudre. Et cet agent, quand on lui amène de l'énergie via des lampes chauffantes, va venir faire fusionner la poudre. Et donc, il y a deux types d'agents pour la partie vraiment fusion et puis pour aussi un agent de détourage qui fait le contour de la pièce pour avoir un bel état de contour. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans toutes les technologies disponibles. On avait fait un poster il y a 2 ans à Sculpteo de un peu l'état de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et on voit que il y a beaucoup de choses, c'est très varié. Et donc, il ne faut pas hésiter à creuser quand on a besoin de quelque chose d'un peu spécifique. Mais je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que ce qui est spécifique, c'est vraiment la logique de partir d'un fichier 3D, de venir le trancher, l'imprimer et ensuite de faire du post-process. Sachant que la logique de couche comme ça, c'est vraiment l'élément qui est récurrent et qui permet de fabriquer des formes complexes et de fabriquer également des pièces à la demande. On va le voir un peu plus loin. Donc, l'impression 3D, c'est aussi un secteur qui est en plein essor et de plus en plus d'entreprises adoptent la fabrication additive. Je pense que c'est de plus en plus marquant, notamment en production. Et tous les ans, depuis plusieurs années, Sculpteo effectue un sondage auprès de milliers d'utilisateurs et ça permet d'analyser un peu les tendances. C'est un document qui est disponible sur notre site si vous voulez creuser un peu plus, et qui nous permet de sortir quelques tendances. Par exemple, le fait qu'en termes d'utilisation, on voit que même si le besoin est majoritairement du prototypage, la production est aussi très élevée puisque 49% des gens qui sont sondés l'utilisent pour de la production et pas essentiellement du prototypage, et à la fois avec des solutions internalisées ou externalisées.
On peut également voir que la qualité et la répétabilité des pièces, c'est un peu le challenge principal pour les utilisateurs. C'est là où ils ont le plus de problèmes. Et que la plupart l'utilisent plutôt en amont des projets, en phase de développement et de prototypage. Les problèmes qu'on peut voir de répétabilité, le fait que c'est un challenge, ça va aussi dans le sens de vraiment concevoir les pièces pour la fabrication additive. L'intérêt pour les utilisateurs pour la fabrication additive, c'est majoritairement des géométries complexes. Les délais de production aussi, bien sûr, avec la possibilité d'itérer très vite et d'avoir des lead time réduits. Et les limites, c'est souvent le coût d'entrée à la technologie, le manque de connaissances et le coût des matières et aussi le catalogue de matières disponibles qui ne répond pas forcément aux besoins. Donc si on regarde là l'évolution sur 6 ans, donc en blanc c'est 2020 et puis après il y a dégradé toutes les couleurs jusqu'en 2015. Ce qui ressort de ces années de sondage, c'est qu'il est vraiment intéressant de voir la tendance qui est de plus en plus vers la production. Si on regarde sur le graphe du haut, pardon, sur la partie du bas, on peut voir au milieu là qu'au niveau de la colonne blanche, on a vraiment une augmentation de la production en 2020 par rapport aux dernières années où il y a aussi le panel de nos utilisateurs qui change bien sûr, mais c'est quand même une tendance qui est très visible. Et puis en plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui dédient un budget vraiment important à la fabrication additive, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on remarque. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations un peu sur ces données qui peuvent permettre de comprendre bien les tendances et de comparer un peu ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller voir sur le site, le document est disponible au téléchargement. Voilà, donc si on regarde un peu plus les atouts de la fabrication additive et qu'on essaie de les résumer, on entend toujours tous les grands atouts magiques de la fabrication additive. Il y en a vraiment deux qui émergent et qui contiennent en fait tout le reste. Ce sont vraiment ces atouts qu'il faut avoir en tête quand on veut développer un projet pour l'impression 3D. Le premier, c'est la grande liberté formelle qu'on peut avoir. Et le deuxième, c'est la fabrication à la demande. Donc, on peut vraiment réaliser des pièces complexes à la demande. Et donc, dans la liberté formelle, on va retrouver la possibilité de faire des pièces creuses, des pièces légères, des réseaux de fluides, des lattices, des pièces très optimisées. Dans la fabrication à la demande, on va retrouver la possibilité de faire de la personnalisation, d'avoir des délais très courts, d'avoir de la liberté de fabrication sans avoir à investir dans l'outillage, donc l'absence d'investissement, l'itération rapide, etc. Parfois, on peut utiliser un seul de ces deux grands atouts, parfois les deux en même temps. Voilà. Malheureusement, si ces technologies ont des grands atouts, c'est pas pour autant une technologie magique. Pas exempte de défauts. Je pense que ceux qui ont déjà un peu d'expérience le savent bien. Lorsqu'on compare certaines géométries qui ont été conçues pour l'injection, par exemple typiquement qui ont été conçues pour l'injection et qui ont des cas business qui sont vraiment adaptés à l'injection, avec des moules par exemple peu onéreux et des volumes importants, on a parfois en face de nous des gens qui sont un peu perplexes sur l'intérêt de la fabrication additive quand il s'agit de passer en production. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de post-production avec les questions de dépoudrage ou de support, des problèmes d'état de surface, de tolérance, de répétabilité, qui ne sont pas forcément concurrentiels vraiment pied à pied avec l'injection. Et c'est vraiment pour ça qu'il est intéressant de comprendre de comment concevoir les projets pour l'impression 3D pour tirer parti de ces grands atouts sans tomber dans les écueils de ces défauts et comprendre ce qu'elle peut vraiment apporter pour anticiper les défauts et tirer parti des qualités. Voilà, alors si on parle de design pour la fabrication additive, design for additive manufacturing, moi je pense qu'il faut vraiment avoir deux points en tête avant de se frotter par exemple tout de suite aux outils. C'est vraiment important de comprendre que ce qui compte, c'est d'avoir une bonne logique de conception. C'est un peu d'oublier une certaine partie des choses qu'on a appris à l'école ou dans notre carrière. Et donc d'un côté, il y a vraiment cette logique de conception, et de l'autre côté, il y a les outils pour la conception qui sont nécessaires pour réaliser des choses complexes. Mais l'un va pas sans l'autre, et il est quand même très important d'avoir la bonne logique. Souvent, on peut avoir des projets de fabrication additive vraiment convaincants, qui sont des très bons exemples de l'efficacité de ces technologies, sans avoir besoin de faire des 3D ultra complexes avec des logiciels très chers, mais simplement en ayant la bonne approche,
bon mindset. Ensuite, quand je parlais des défauts liés au strat ou à l'état de surface, au support, etc., il y a des règles de conception plus terre à terre sur les épaisseurs de parois, les orientations, qui sont plus des questions, on va dire, techniques que je ne vais pas balayer ici, mais qui sont souvent sur les fiches des matériaux, par exemple sur notre site ou ailleurs, qui permettent de voir quelles sont les épaisseurs minimum, ce genre d'astuces. Donc voilà, sur la partie logique de conception en fabrication additive, il est intéressant de prendre des exemples dans la nature, comme je le montrais tout à l'heure, sans aller jusqu'au biomimétisme ou la bioinspiration forcément sur les pièces. Le vivant étant en quelque sorte un modèle de fabrication additive idéal, il y a des logiques qu'on peut extraire de son observation qui peuvent être assez, disons, enrichissantes. Donc si on regarde par exemple cette feuille sur l'image, on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirants et qu'on peut résumer en 3 axes. Donc déjà sur cette feuille, on peut observer la structure des nervures qui donne à la fois, qui donne la tenue à la feuille structurellement et qui permet de la tenir ouverte pour capter la lumière. Cette nervation a donc une fonction porteuse d'une part, et d'autre part, elle sert aussi à collecter et à diffuser la sève et les nutriments, et donc elle a une fonction d'irrigation. Donc on pourrait imaginer que si on avait à concevoir une machine qui devrait accomplir les mêmes fonctions, on aurait peut-être tendance à dissocier la structure et ensuite à réfléchir à un réseau qui va venir se superposer dessus. Alors que là, ça permet de faire une structure plus simple, avec moins d'éléments, et de faire converger, disons, les deux fonctions très visibles de cet objet, enfin, de cette feuille. Donc si on résume un peu en 3 actes principaux les logiques de conception pour la fabrication additive, on peut dire qu'il faut essayer d'intégrer le plus possible de fonctions dans un objet, qu'il faut essayer de réduire le nombre de composants, et ensuite qu'il faut, ça paraît un peu paradoxal, mais complexifier. On dit toujours que c'est très bien de faire des choses très simples. Donc bien sûr, c'est l'objectif, mais quand je veux dire complexifier, c'est qu'on peut mettre beaucoup d'éléments dans une pièce d'impression 3D. Et je vais vous montrer un exemple. Donc intégrer les fonctions, par exemple, si on regarde ce connecteur de tube qu'on avait fait pour un projet de vélo, quand on fait une pièce de connexion comme ça, bah, en impression 3D, ça ne coûte pas plus cher d'aller intégrer dedans un petit réseau avec un petit entonnoir à gauche, là, ici, qui permet, quand on vient installer le câble de frein à l'intérieur du tube, que le câble trouve son chemin tout seul, ressorte de la pièce là où on veut. Et puis, c'est pas plus compliqué d'intégrer directement dans la pièce un système de serrage de la tige de sel pour pas avoir ensuite à venir rajouter une pièce, fixer, etc. Donc, c'est vraiment intéressant dans une pièce d'essayer d'intégrer toujours un maximum de fonctions. Donc, pour passer un peu plus de temps sur le design peut-être de la pièce, mais ensuite, c'est intégré dans la pièce, quoi. Ensuite, réduire le nombre de pièces, ça c'est un exemple aussi de pièces plus schématiques, puisque je ne peux pas montrer forcément le projet en cours, mais c'est un projet pour un client, donc sous forme de schéma, mais c'est quelque chose de connu et de récurrent dans la fabrication additive, ce genre de projet. Donc là, c'est un préhenseur pneumatique par le vide. Par rapport à une logique usinée, par exemple, où on va venir fabriquer d'abord un boîtier qui va devoir ensuite être fermé, donc, parce qu'il est en 2 pièces, et auquel on va venir rajouter des petites buses sur mesure, qui vont être adaptées, puis une entrée avec à chaque fois des joints, des systèmes de fermeture qui vont rajouter des pièces, du sourcing et de la complexité des risques de fuite. Si on conçoit la même pièce en fabrication additive, on peut essayer, comme on l'a vu sur l'exemple de la feuille, de conjuguer la structure et le réseau en faisant une pièce qui donc va être beaucoup plus simple, qui va être composée d'un seul élément et avec la possibilité d'une fois sur l'autre en plus, par exemple, de faire varier la forme des sorties pour s'adapter à nos besoins ou la forme de l'entrée, enfin voilà, d'avoir cette souplesse aussi en réduisant le nombre de pièces. Ensuite, pour parler de la complexité, je vous montre un petit cas d'étude ici d'une pièce, d'une structure qu'on a développée. Donc là, l'objectif, c'était surtout de gagner de la masse sur une structure. Et donc, c'est une pièce qui originellement était faite en usinage et qui avait de la quincaillerie pour assembler les différentes pièces. Donc nous, quand on a reconstruit la pièce, on l'a faite du coup avec une structure creuse pour gagner beaucoup de poids.
obtenir pour rencontrer les contraintes requises, de poids, de masse. Et on en a profité du coup pour intégrer les systèmes de fixation avec des clips ou sur mesure. On en profite aussi du coup pour intégrer tout un ensemble de petits éléments comme des fentes pour mettre des aimants qui autrefois devaient être collés dans des trous débouchants. On en profite aussi pour faire des trous hexagonaux plutôt que des trous ronds, même si c'est pas vraiment compliqué de faire des trous hexagonaux, mais en impression 3D, c'est pas plus compliqué de faire un trou hexagonal que de faire un trou rond. Donc voilà, c'est des logiques qui sont vraiment efficaces et qui permettent ensuite de gagner du temps sur l'assemblage de l'objet final. Ensuite, quand il faut assurer la production d'un objet comme ça à une grande échelle, là c'est des projets qu'on fait à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, il faut réfléchir du coup aux contraintes de post-process de l'impression 3D. Et pour pouvoir nettoyer correctement la pièce et surtout les agencer correctement dans les machines de production, on a décidé de décomposer la pièce en 4 éléments, ce qui peut paraître un ajout de complexité, parce que du coup, on est obligé d'intégrer des clips pour réassembler les pièces après le nettoyage des pièces. Mais une fois de plus, en impression, faire une pièce très complexe, ça coûte pas plus cher que faire une pièce simple en termes de production. Et donc, ça nous permet d'avoir ce genre de stratégie de décomposer un objet en plusieurs éléments pour ensuite venir le réassembler. Et donc, au final, gagner du temps pour le client final sur l'assemblage, sur le poids de la structure, sur les épaisseurs de parois, sur le nombre de composants, et donc s'y retrouver financièrement. Voilà pour les logiques de conception. Maintenant, si on aborde un peu plus la question des outils, pareil, si on essaye de regrouper la grande diversité des outils disponibles pour la fabrication additive en quelques catégories, on peut faire cette classification. Donc, il y a des outils qui permettent de configurer la matière, ça va être en gros les lattices, des outils qui permettent de l'optimiser, des outils qui permettent d'anticiper, de varier et ensuite d'explorer. Donc, si on réfléchit à ces outils qui permettent de configurer la matière, donc les lattices que vous connaissez peut-être déjà, le lattice, donc ces structures en 3 dimensions, permet de vraiment jouer avec les propriétés de la matière et de la faire varier. Ça permet pas juste d'alléger une pièce, par exemple. Ça permet à partir d'une matière avec des propriétés données, de faire varier ces propriétés selon la forme, la taille, la disposition des cellules et des tiges. Et ça veut dire qu'on peut faire varier, par exemple, la souplesse ou la masse d'un volume au sein de sa géométrie. On peut absorber ou modifier le son, on peut créer des structures transparentes, par exemple, sous un seul axe de vision. On peut diffuser de la lumière, etc., etc. On peut vraiment réfléchir à modifier les propriétés de la matière. On travaille pour ça beaucoup avec BASF, qui ont des outils très performants pour faire de la simulation de lattices et pour créer des lattices sur mesure. Après, il y a plein d'autres outils disponibles pour générer des lattices. Il y a des outils assez accessibles et simples comme Mesh Mixer. Il y a aussi des logiciels beaucoup plus vraiment dédiés comme N-Topology. On peut aussi utiliser Topper sur Rhino, des modules sur Rhino aussi comme General Lattice ou sur Autodesk Within. Il y a vraiment une pléthore de logiciels disponibles pour faire des lattices. Ce qui est intéressant avec BASF, c'est qu'ils ont vraiment un module pour aller créer, définir un lattice selon des besoins pour répondre à des normes et fabriquer un lattice qui va avoir les bonnes propriétés mécaniques et de fatigue. Donc, comme je disais, l'intérêt des lattices, c'est vraiment de pouvoir à partir d'une matière, augmenter la matière localement ou lui faire avoir des propriétés différentes de cette matière de base. Par exemple, sur la vidéo suivante, on a travaillé sur les propriétés auxétiques d'un cylindre. C'est-à-dire qu'on voulait faire un cylindre qui, quand il s'expanse en largeur aussi, qui a, disons, une expansion perpendiculaire à son étirement, ce qui est assez contre-intuitif. Donc, en travaillant sur la trame de la matière, on peut avoir ce genre d'effet. Je vais vous montrer la vidéo. Donc là, simplement, en travaillant sur la forme de la maille, on peut avoir un matériau qui s'expanse quand on vient l'étirer. Et ça permet par exemple de faire des mécanismes souples. Ça permet aussi par exemple, de faire des actuateurs qui vont, ou des mécanismes souples qui peuvent transmettre des mouvements au sein d'une pièce mécanique, par exemple.
Hop. Je passe à la slide suivante. Ensuite, donc, la deuxième catégorie d'outils permet d'optimiser la matière, donc vraiment de mettre la matière là où elle est la plus utile. Et c'est ce qu'il y a de plus similaire au vivant. C'est pour ça que ça génère souvent des formes très organiques. Parce que le vivant, par la pression de l'évolution, etc., met la matière là où elle est nécessaire. Donc là, on essaye d'avoir un peu les mêmes types de fonctionnement, c'est-à-dire que il existe aussi des nombreux logiciels spécialisés pour faire ça, sur Storyboard, sur Generate, sur N-Topology, sur aussi les outils de BASF qu'on utilise nous en interne avec leurs équipes. Mais la logique, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on donne un espace de travail au logiciel, un volume, et dans lequel et des contraintes, et il va calculer du coup la meilleure forme possible selon les contraintes qu'on y applique. Ça peut être des contraintes mécaniques ou ça peut être comme dans cet exemple de pièce un flux. Donc on va donner pareil un espace de travail, un espace dans lequel il ne faut pas intervenir et un flux d'entrée, un flux de sortie. Et grâce à ça, générer la forme, disons, la plus adaptée à la gestion de ce flux, qu'on va pouvoir ensuite travailler mécaniquement, plus sur les contraintes mécaniques. Donc c'est aussi un exemple de BSF. Par exemple, et ensuite la simulation donc, va nous permettre, donc, troisième catégorie d'outils, d'anticiper quand on fait des formes complexes qui peuvent être onéreuses à produire. C'est pas l'exemple de ce gripper parce que c'est pas une pièce chère, mais ça peut être très intéressant de pouvoir, ou simplement pour gagner du temps, de pouvoir modéliser et simuler la déformation d'une pièce. Donc, notamment par exemple avec les mécanismes souples où c'est pas forcément évident d'anticiper la déformation d'une pièce souple, on a peut-être moins l'habitude de le faire. Donc si on prend l'exemple de ce gripper pneumatique que j'ai développé, on a fait une analyse de la déformation avec BSF et on peut voir, ce qui est intéressant, c'est de voir que la simulation donne les mêmes résultats que dans la réalité. Je vous montre une vidéo juste après de la vraie pièce. Et c'est une aide précieuse pour distinguer les zones fragiles, simplement valider le fonctionnement d'une pièce pour gagner du temps dans sa phase de conception. Donc là, c'est un gripper pneumatique, donc le soufflet qu'on voit ici, lorsqu'il est mis sous pression, bah, il s'expanse pour ouvrir les pinces. Donc c'est une pièce qui est fabriquée en un seul élément, sauf la partie verte là, qui est ici en deux pièces. Hop. Donc là, on voit une petite séquence vidéo de l'objet en fonctionnement, enfin en test, et c'était intéressant de voir que finalement le déplacement était très bien rendu sur la simulation. Et ensuite, la dernière catégorie d'outils, je pense qu'ils sont vraiment très utiles dans la fabrication additive, c'est les outils qui permettent de varier, donc de proposer en quelque sorte la variation. Il y a une telle le champ des possibles en fabrication additive est tellement grand formellement que souvent l'explorer est complexe. Et c'est intéressant d'avoir des outils qui permettent de le faire à notre place. C'est-à-dire que sur certains logiciels de design génératif ou paramétrique, comme Grasshopper, on va pouvoir donner des variables, donner des contraintes et laisser le logiciel nous proposer toutes des séries de possibilités qui peuvent faire gagner beaucoup de temps sur la modélisation et aussi générer des résultats formels, soit techniques, soit esthétiques, soit les deux, qui peuvent être vraiment très intéressants. Voilà pour cette partie-là. On peut passer maintenant à la partie sur la fabrication en série et le prototypage, mais d'abord, effectivement, on voulait vous poser une petite question. Donc le sondage là, c'est quelle utilisation faites-vous de l'impression 3D? Donc savoir si vous les utilisez plutôt sous forme de prototype, d'outillage d'aide à la production, de production de petites et moyennes séries ou de pièces de design, disons pièces uniques, très complexes, ou des grandes pièces, des maquettes d'architecture, ce genre de choses. D'accord. Donc ouais, c'est intéressant, c'est flagrant de voir que
C'est vraiment pour le prototypage que la fabrication additive est le plus utilisée parmi vous, ce qui est tout à fait logique. Vous avez quand même de l'outillage et il y a quand même 30% des participants qui l'utilisent pour faire de la production de petites séries et pour petites et moyennes séries. Donc ça, c'est quand même intéressant. Très bien. Donc ça reflète quand même, c'est intéressant, c'est assez révélateur. Et je pense que c'est... J'ai du mal à reprendre la main. Voilà, c'est bon. Donc effectivement, très souvent, la fabrication additive est considérée comme une technologie de prototypage pour ses qualités indéniables dans le domaine, hein, rapidité, liberté de forme, et surtout sa rapidité et disons le prix de la première pièce qui est souvent imbattable, surtout si on a une pièce complexe par rapport à faire un moule ou faire un usinage complexe ou infaisable, bah forcément, effectivement, c'est encore imbattable. Cependant, avec le développement des technologies, on a quand même la possibilité d'envisager la production de séries, voire de milliers de pièces, notamment en travaillant sur des technologies de poudre, mais c'est vrai aussi pour les résines, mais en travaillant le nesting des pièces, leur agencement dans les bacs, pour en mettre beaucoup, pour travailler le prix et pour travailler la répétabilité. Comme dans l'exemple qu'on voyait tout à l'heure, où on peut vraiment dédier des bacs de production à des projets, régler des paramètres de machine spécialement pour ces projets, et rentrer dans une autre dimension de production. L'élément qui revient toujours quand on parle de série, c'est ce graphe, c'est cette question que les clients nous posent toujours et qu'on se pose aussi, c'est toujours à partir de quel moment l'impression 3D est plus rentable ou moins rentable que l'injection. Et à mon avis, c'est vraiment une question, c'est très difficile de répondre et ça vaut que sur telle ou telle pièce. Surtout, c'est une question qui mérite d'être un peu dépassée parce que ça dépend vraiment de la valeur de la pièce et de la valeur ajoutée qu'on peut aller chercher grâce à la fabrication additive. Donc c'est sûr que si jamais on compare un boîtier très simple ou quelque chose qui pose aucun problème d'injection, très rapidement, on a ce point à quelques centaines ou milliers de pièces où tout à coup on a amorti son outillage et il n'y a pas tellement d'intérêt à rester en fabrication additive. Et donc la fabrication trouve tout son intérêt dans la petite série. Mais elle peut être beaucoup plus compétitive sur des séries importantes et on en voit de plus en plus des séries de dizaines de milliers, centaines de milliers d'exemplaires en exploitant bien les points qu'on vient d'aborder pour créer des pièces à haute valeur ajoutée, pour créer des pièces qui ne tiennent pas la comparaison avec d'autres technologies simplement parce que toutes ces technologies sont complémentaires et il faut vraiment faire des projets d'impression de fabrication additive en fabrication additive. Donc, c'est-à-dire des pièces complexes, des pièces à la demande qui peuvent être personnalisées, qui permettent de digitaliser vos stocks, qui permettent de gagner de la masse, de faire des mécanismes intégrés, de réduire le nombre de pièces, etc. etc. Tous ces atouts de la fabrication additive, c'est vraiment en allant les chercher qu'on peut augmenter la valeur de sa pièce et du coup de la rendre vraiment intéressante à la production en impression 3D. Et en travaillant avec des logiques de nesting ou d'agencement ou vraiment de dédier des unités de production à des pièces complexes à forte valeur ajoutée, on peut vraiment trouver des business models intéressants pour des pièces imprimées en 3D. Ensuite, il est vraiment important, une fois qu'on a compris ces points-là, de parler des matériaux, parce que en effet, c'est bien de pouvoir produire des pièces complexes avec une géométrie à forte valeur ajoutée, avec des rythmes et des cadences toujours meilleurs au gré des développements de machines. Mais il est vraiment primordial d'avoir les bons matériaux, les bonnes matières pour pouvoir répondre à ces besoins, à ce potentiel technique. Donc c'est pourquoi notamment BASF et les autres fabricants de matières d'impression 3D axent de plus en plus leur recherche, non pas seulement à quelle matière va pouvoir être imprimable et faire des beaux résultats, mais à quelles sont les demandes, quels sont les points bloquants et quelles sont les demandes du marché, quels sont les secteurs dans lesquels ce genre de pièces à haute valeur ajoutée ont leur place et quelles sont les attentes de ces marchés en termes de normes, en termes de propriétés mécaniques. Et c'est vraiment là-dessus que sont axées les recherches. Et c'est dans cette veine que je voudrais vous présenter quelques matériaux, ou les passer en revue en tout cas,
notamment les nouveaux matériaux qu'on a, nous, au catalogue cette année. Donc, je commence avec la famille des PA6 qu'on propose en 2 versions différentes. Il y a aussi un PA6 normal, mais je vais vous parler de ces 2 versions qui sont un peu augmentées. Donc, globalement, les PA6 en impression 3D, donc là, on est sur de la fabrication en SLS. Ils vont présenter des bonnes propriétés mécaniques, une très bonne résistance à la température, avec un point de fusion à 220 degrés. Qui permet de les envisager dans des environnements sous le capot, par exemple, où on ne pouvait pas mettre un PA12 avant, dans des zones où il y avait trop de chaleur. Le PA6 MF, celui-ci, donc Mineral Field, il est chargé avec des particules minérales, comme son nom l'indique, ce qui lui confère une grande rigidité. Il présente aussi des bonnes propriétés d'étanchéité. Donc, au dos de chaque fiche, là, on a remis les design guidelines, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, sur les épaisseurs de mur, la possibilité de faire des pièces creuses ou pas, ou le jeu à laisser pour les articulations, ce genre de choses. Donc, comme la présentation sera partagée en fin de présentation, vous pourrez de toute façon les retrouver facilement. Ensuite, on a un PA6 FR, donc, qui est flame retardant, avec le niveau V2 de la norme UL 94. Donc, l'additif retardant ici, il est également sans halogène, ce qui peut être intéressant pour certaines industries. On a toujours un matériau avec une excellente résistance à la température, puisqu'on a un point de fusion à 218 degrés. Et donc, c'est un matériau pour des applications très précises qui peut être vraiment intéressant. Hop. Ensuite, on a la famille des polypropylènes, donc à la fois en SLS et en technologie MJF HP. Donc, c'est des plastiques qui sont très très courants, que vous connaissez probablement très bien en injection ou dans d'autres univers, mais qui sont assez nouveaux pour nous dans la fabrication additive en poudre à cette échelle et qui présentent des particularités vraiment intéressantes. Donc, une relativement bonne rigidité pour un polypro qui nous permet de faire des vraies pièces mécaniques, une très bonne résistance à l'élongation, donc des pièces qui peuvent encaisser des chocs, c'est très intéressant, une basse absorption de l'humidité et une très bonne résistance aux agents chimiques qui peut en faire des pièces utiles pour l'automobile, pour les réserver à des réservoirs, des contenants, des pièces d'outillage, des conduites pour des flux, ce genre de choses. Donc c'est un matériau qui est vraiment utile et avec un bel aspect de surface. Voilà. Ensuite, on a une autre famille de matières qui sont des PA11. Donc, le PA11 a la particularité d'être biosourcé puisqu'il est fabriqué à partir d'huile de ricin. C'est un matériau qui a des très bonnes propriétés mécaniques globales, un peu meilleures que notre PA12, qui est vraiment le matériau, le nylon qu'on utilise le plus, le polyamide 12. Mais ce PA11, donc il a la particularité d'être biosourcé, c'est un matériau qui a des bonnes propriétés mécaniques, et celui-ci, il a la particularité d'être ESD safe, donc c'est-à-dire adapté au contact de matériel sensible aux charges électrostatiques. Et de ce fait, il est souvent utilisé pour faire des boîtiers, des pièces de support de gabarit pour transporter du matériel sensible à l'électrostatisme et de l'outillage dans des environnements ESD. Ensuite, on a donc un PA11, on va dire classique, nature, quoi, sans ajout, qui est sans additif, qui est un matériau très intéressant pour la production en série, qui présente de bonnes caractéristiques générales, comme je disais, qui est biosourcé, qui donc très intéressant. Une bonne résistance à l'impact. Et dans la famille des PA11, on a aussi un PA11 CF, donc chargé en fibre de carbone, en petites fibres, et qui lui confère une très haute rigidité, utile pour des pièces de vibration, qui a une très bonne résistance à l'impact, et qui donc qui a un module de Young de 4500 mégapascales, donc qui est bien plus rigide que la plupart de nos matériaux. Voilà pour le PA11 CF. Donc, il trouve des bonnes applications dans le sport, dans l'automobile, en remplacement par exemple de certaines pièces métal, dans des logiques de conversion de pièces métal en pièces plastiques. Ça peut être très intéressant pour des pièces de support qui ne doivent pas vibrer ou ce genre de choses. Et ensuite, pour finir, pour terminer sur les nouveaux matériaux, on peut parler des TPU,
qui ont vraiment des propriétés à part, parce que ce sont des élastomères et des propriétés très intéressantes, du coup, notamment quand on vient travailler sur les lattices et sur la structure, on obtient des choses, on peut obtenir un panel de souplesse vraiment intéressant. Et on a un matériau avec donc une très bonne élasticité, une très bonne flexibilité, un Shore A de 88. Ouais, c'est ça. Et ce matériau permet une très bonne résistance au choc, donc pour des équipements de protection par exemple, une très bonne résistance à la fatigue et à l'abrasion. Donc c'est vraiment un matériau qu'on va pouvoir utiliser dans des applications de sport, d'orthopédie, des semelles, des équipements de protection, des orthèses, des pièces à mécanisme flexible comme les grippeurs pneumatiques que je vous ai montré plus haut, ou des pièces à effet caoutchouc, ce genre de pièces. C'est un matériau en plus qui se lisse extrêmement bien avec les procédés de lissage chimique qu'on utilise en interne. Et on obtient un très très bel état de surface similaire à du moulage qui est vraiment on obtient en sortie de machine, notamment pour le MJF, le TPU fait sur les machines HP, des pièces noires très lisses avec une très belle qualité, donc c'est vraiment un matériau intéressant. Donc voilà, on peut retrouver sur ce tableau un résumé de ces matériaux-là que je vous ai proposés et de leurs propriétés spécifiques. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il existe de plus en plus de matières, enfin une matière pour chaque application, disons que c'est la direction dans laquelle ça va, et de plus en plus de la possibilité de trouver la matière qui va répondre à nos attentes ou à nos contraintes de normes, sachant que jusqu'ici, par exemple, on avait aussi le PA12 que j'ai pas présenté ici, qui est un de nos matériaux courants, qui est par exemple utile pour qui a des certifications de biocompatibilité ou de compatibilité alimentaire, qu'on va par exemple pas avoir sur certains matériaux qui vont être ESD ou enfin, donc on peut vraiment aller chercher la norme qui nous intéresse et c'est dans ce sens que le développement va. Donc voilà, on va de plus en plus dans cette démarche et il ne faut pas hésiter à nous challenger aussi, nous solliciter. Parfois, grâce aux logiques de design et de fabrication additive dont on a parlé, on va pouvoir pousser plus loin une matière mécaniquement parlant en créant des pièces très optimisées. Mais parfois, on a vraiment des contraintes de normes ou de propriétés de matière pour la nettoyabilité des pièces, pour tout un ensemble de contraintes qu'on va pas forcément pouvoir atteindre juste en travaillant sur le design ou quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ces matériaux pour qu'on puisse aller voir si dans le catalogue ou en développement, il y a des choses qui peuvent répondre à vos besoins. Voilà, j'ai terminé la présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. Et du coup, maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup Alexandre pour la présentation. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté. Maintenant, on va passer sur la partie questions-réponses. Avant ça, je vous fais juste un petit rappel en fait sur le fait que le replay sera bien disponible ainsi que la présentation sous format PDF. Et puis, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, on vous a partagé un petit document qui est à télécharger directement sur la plateforme GoToWebinar. Vous pouvez le télécharger. En fait, c'est un guide qui peut vous aider. Donc, il y a une sorte de petit formulaire à répondre qui peut vous aider à détecter des applications potentielles en fabrication additive. Donc voilà, c'est un guide un petit peu interactif, si on peut dire, puisque il y a des choses que vous pouvez répondre qui peuvent après vous orienter. Donc ça, c'est un document à disposition. J'en profite aussi pour vous rappeler, avant de passer aux questions, qu'on aura un prochain webinaire qui sera vraiment, lui, consacré à l'impression 3D pour les dispositifs médicaux. Donc, c'est un secteur qui est vraiment très porteur actuellement. Donc voilà, on fera un webinaire vraiment dédié à ça, avec notamment le SNITEM, qui est le syndicat représentatif des dispositifs médicaux. Donc, on va passer aux questions. Alors, j'en ai une première. Donc, ça va plutôt être sur les performances mécaniques. Est-ce que une pièce qui est conçue en SLS, en polypropylène, est comparable mécaniquement à une pièce qui va être réalisée également en polypropylène, mais en injection? Alors, c'est une bonne question. La réponse est oui. Disons qu'on va vraiment pouvoir avoir. En fait, c'est oui et non. On n'a pas les mêmes propriétés mécaniques. Si on compare les fiches de propriété, on va pas avoir exactement les mêmes propriétés mécaniques que sur une pièce injectée en polypro. Mais certaines des propriétés sont plutôt un peu meilleures sur le frittage, d'autres moins.
Donc, je vous invite à vraiment regarder la fiche de fabrication. Je pense que la fiche technique qui est dans la présentation, je crois qu'il y a un peu plus de rigidité sur la pièce imprimée et une moins bonne élongation à la rupture, légèrement moins bonne, mais on a quand même la possibilité de faire des charnières souples ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même des propriétés mécaniques qui sont comparables, mais qui varient un petit peu à cause du procédé. Mais Très si vous bien. avez plus d'informations, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des fiches ou des essais matières qu'on a pu faire, des tests de traction pour étayer un petit peu la fiche technique. Alors, j'ai une autre question aussi par rapport au polypropylène. Selon vous, Alexandre, quelle serait la technologie la plus adaptée pour imprimer cette matière? Est-ce que ce serait plutôt la technologie multijet fusion ou la technologie SLS? Ça va dépendre un petit peu ça va dépendre du projet. Souvent, personnellement, ce qui fait aller sur l'une ou l'autre des technologies, c'est pas forcément les propriétés matières. Ça peut l'être. Parfois, par exemple, les systèmes HP pour certains types de production sont plus adaptés à de la série, puisqu'il n'y a pas l'immobilisation. En HP, le fonctionnement de la machine permet de ne pas immobiliser les bacs de production et donc d'avoir des rotations plus rapides, qui peuvent nous permettre à nous, par rapport à notre machine, de mieux répondre à des séries plus importantes. Ensuite, sur le polypropylène, il faut savoir qu'en HP, la pièce va être grisâtre en sortie de machine, comme sur toutes les machines, toutes les poudres HP, à cause de l'agent de fusion. Et du coup, ce polypropylène-là, il va pas pouvoir être coloré en teinture. Enfin, de toute façon, le polypropylène se teinte très mal, forcément, mais à cause de sa résistance chimique. Par contre, on va avoir vraiment une pièce grise, alors qu'en SLS, on aura une pièce qui est blanche et qui peut du coup, qui va avoir une couleur blanche tout simplement. Donc ça dépend aussi un petit peu de l'état qu'on va rechercher. Mais sinon, sur les propriétés mécaniques, j'ai pas vraiment d'indication de préférence entre l'une et l'autre. Les deux Ok, systèmes fonctionnent très bien. ok, très bien. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez des matériaux qui répondent aux normes pour l'alimentarité? Alors oui, le PA12, le PA11 aussi, pas tous les PA11, mais certains. Et puis effectivement, oui, la catégorie des PA12, ils sont certifiés. Donc on peut avoir des matériaux. Et ensuite, en dépôt de fil, il y en a aussi sur catalogue. Enfin, où je vous disais, en dépôt de fil, on peut plus facilement aller varier les bobines de fil selon les besoins. Donc oui, oui, on a des matériaux qui répondent aux contraintes d'alimentarité. Ok, alors une autre question sur un tout autre sujet. Quel type de pièces vous avez l'habitude de traiter en production FDM grand format? Alors, en production FDM grand format, on traite pas trop des pièces de série. Je veux dire, c'est plutôt jusqu'ici des pièces spectaculaires, par exemple des pièces pour du marketing qui ont besoin de faire une enseigne ou une très grande pièce comme ça, une sculpture. On traite aussi quand même des outillages, par exemple des gabarits. Des gabarits de production qui font 80 cm de long par 60 cm de large, là, on peut les faire assez facilement. Récemment aussi, j'ai fait des pièces pour des satellites, enfin pour du maquettage de satellites, enfin du prototypage plutôt de satellites. Donc des grosses pièces comme ça, avec une très bonne précision. D'ailleurs, j'ai été moi-même surpris par la précision en dessous du dixième sur des pièces de 30 cm de diamètre. Alors, je ne m'engagerai pas sur la répétabilité, parce que ça dépend vraiment du design, mais là, c'était les pièces cylindriques de grande dimension, ça marchait très bien, à la fois en XY et en Z. Donc voilà, je dirais outillage, pièces de démo, enfin pièces plutôt, on appelle ça nous les pièces marketing, mais voilà, des pièces de design ou de pièces uniques. Et, euh, et sinon, des projets architecturaux aussi, des projets plus à l'échelle de l'architecture, sur des parements, des choses comme ça.
Ok, donc une question qui rejoint un petit peu ça aussi. Dans les matériaux techniques, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont adaptés à ces technologies dépôt de fil? Et est-ce que cette technologie se prête bien à des matières haute performance, justement, avec voilà, des TPU, des PA renforcés avec des fibres, des polypropylènes, etc. Est-ce que la technologie dépôt de fil, c'est quelque chose qui serait recommandé si on veut passer des matières haute performance? Euh, oui, en soi, il y a des matériaux vraiment haute performance sur les fils. Par exemple, il y a du PIC, de l'ULTEM, il y a bon, enfin, de l'ABS qui peut être utilisé par exemple dans des environnements contraints. Enfin, nous, on a des clients qui veulent prendre par exemple que du PIC ou de l'ABS pour des histoires de relargage de gaz, je crois. Donc, oui, il peut y avoir des matériaux haute performance, ça dépend ce qu'on veut en faire. Par exemple, dans une salle blanche, on peut avoir besoin d'un certain type de matériau qui va être donc être très précis ou inflammable ou ce genre de choses dans un autre univers, sans que la pièce ait nécessairement des contraintes mécaniques enfin, soit sollicitée mécaniquement. Donc à ce moment-là, les problèmes de délamination entre les couches qu'on peut retrouver en FDM et d'isotropisme, enfin d'anisotropisme, qu'on va avoir beaucoup moins en SLS par exemple, qui fait que le SLS ou le MJF, les technologies à lit de poudre, euh, personnellement j'ai plus l'habitude de les utiliser dès qu'il s'agit de faire de la production de pièces techniques. Bah, s'il n'y a pas forcément certains types de contraintes mécaniques sur les pièces, le FDM peut tout à fait se prêter à des pièces voilà, à haute performance. Et par ailleurs, je ne veux pas sous-entendre que le FDM ne permet pas de faire des pièces solides parce que avec par exemple les fils renforcés ou ce genre de choses, si on conçoit la pièce en conséquence, en réfléchissant à l'orientation des strates, etc., on peut tout à fait avoir des résultats très très bons. Donc oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de récemment, là, on a fait des pièces en dépôt de fil pour une application très technique parce qu'on n'avait pas la solution en poudre sur la matière et on a pu facilement switcher grâce au grand catalogue de matériaux disponibles, notamment via BSF. D'accord. Oui, donc les matériaux performants sont disponibles sur tout type de technologie. Après, ça va dépendre de l'application finale qu'on souhaite en faire. Tout à fait. J'ai une autre question. Alors, à mon avis, ça nécessitera peut-être de revenir plus en détail vers la personne. Ce serait comment gérer le slicing de fichiers complexes géométriquement, pardon. Ouais, bah, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent, quand on fait des pièces très complexes avec beaucoup de lattice ou de la texture, donc quand on justement qu'on utilise le potentiel de ces outils et puis de la fabrication additive, on se retrouve avec des fichiers très lourds. Effectivement, je pense que si vous voulez plus de détails techniques, de mon côté, moi je suis pas expert de cet aspect-là, vraiment de gestion des fichiers numériques, mais en interne, on a quand même des bons développeurs sur le sujet, notamment tous ceux qui ont créé le logiciel de Sculpteo, on fait notre slicing. On a des éléments de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la possibilité d'intégrer de la complexité au moment du slicing, c'est-à-dire de simplement travailler avec des aperçus sur les pièces et de venir ajouter le lattice ou vraiment la complexité des couches au moment du slicing. Mais personnellement, là, je ne pourrais pas vous répondre plus précisément dans l'immédiat, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour que je puisse aussi demander à mes collègues plus d'éléments de réponse. Tout à fait. De toute façon, les coordonnées d'Alexandre seront disponibles, hein. Elles sont disponibles dans la présentation, donc vous les retrouverez sans problème et puis il pourra revenir en direct. J'ai une question pour Stéphane, à laquelle tu pourras peut-être répondre. Est-ce qu'il existe des appels à projets actuellement pour des fabrications de pièces en impression 3D avec des aides ou subventions pour aider au développement? Alors, en ce moment, vous avez des aides. Tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez, puisque ça peut varier d'une région à l'autre. C'est assez régional. Sur la région Rhône-Alpes, en tout cas, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, on retrouve ce dispositif qui s'appelle donc Ambition du futur, Industrie du futur, qui propose de financer à 50% un projet de fabrication additive à hauteur de 32 000 euros. Donc, ce qui fait une réduction quand même de 16 000 euros sur un projet où on viendrait faire, par exemple, du diagnostic, de l'intégration de machines, du choix de matière, etc. Un petit peu plus long terme.
Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes pour faire ses premiers pas sur de la fabrication additive. Il y a également des aides sur l'investissement machine, mais alors là, c'est lié un peu au Covid, donc il faut voir un peu les conditions. Je pense que c'est dû à qu'il faut justifier une perte aussi de chiffre d'affaires ou une relance sur des nouveaux marchés. Mais ça peut permettre de réaliser un investissement machine qui soit un petit peu plus important à moindre coût. Donc à voir de ce côté-là, je peux éventuellement vous redonner des informations si vous revenez vers moi. Mais au niveau des aides, voilà, il y a pas mal de choses. C'est énormément poussé, hein, la fabrication additive par les régions, notamment en Rhône-Alpes. On retrouve pas mal de dispositifs. Après, on a des contacts aussi sur la région Rhône-Alpes avec qui on peut vous mettre en relation. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques en fonction de votre région, de votre activité. Tout à fait. C'est vrai que même si vous n'êtes pas forcément localisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que ce type de dispositif-là, en tout cas d'accompagnement, va être mis en place également dans d'autres régions prochainement, parce que c'est vrai que la fabrication additive est un secteur vraiment très porteur. Donc n'hésitez pas à revenir vers vous. On peut également se renseigner aussi de notre côté par rapport aux différents contacts qu'on peut avoir en région. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce sujet. Alors, je pense que je vais prendre juste une dernière question. Alors, quel serait le taux de porosité en fonction des différentes technologies? Ça dépend des matériaux. On a des matériaux qui ont une bonne étanchéité, par exemple le PA6, le Polypro. Et du coup, pareil sur cette question technique, je pense que je pourrais revenir vers vous avec une réponse plus détaillée selon les matériaux et des valeurs précises que là, j'ai pas forcément en tête de mémoire. Ouais, Aucun après, il faut garder en tête que sur des technologies poudre, on va avoir une porosité qui est assez grande, hein. Pour vous donner une idée, la poudre, on a une densité qui approche les 0,4, 0,5, il me semble, de densité apparente, enfin, de la pièce en elle-même. À savoir que les procédés HP, par exemple, vont fusionner en intégrant des agents. Des noirs de carbone vont fusionner de façon beaucoup plus précise, ce qui va amener aussi une réduction des porosités. EOS aussi a développé le FDR de son côté, qui vient fusionner donc beaucoup plus précisément la poudre et qui vient réduire la porosité, mais la poudre reste quand même très poreuse en termes généraux. Après, le fil un peu moins et la résine, on retrouve très très peu de pores étant donné qu'on est dans un liquide et que il y a très peu d'air présent dans le liquide. Donc, si on veut les classer globalement, ce serait un petit peu dans cet ordre-là. Après, il faut savoir que sur les technologies HP, l'agent de fusion, enfin l'agent détaillant fait qu'on arrive à être étanche sur les pièces. Je ne sais pas si c'est le cas sur EOS. Vous réalisez des pièces étanches chez Sculteo sur EOS? Après, ça dépend de l'épaisseur, des limites d'épaisseur, Ouais. les moins. Ouais, parce que c'est deux technologies vraiment différentes, hein. Je vous invite à vous renseigner auprès de Sculteo ou de nous si vous avez d'autres informations, si vous nécessitez des informations complémentaires sur les procédés. Mais c'est vraiment des technologies qui travaillent à partir de la même matière, enfin de matériaux similaires, mais qui sont vraiment différentes. Donc ça vaut le coup de jeter un œil pour avoir un peu plus de détails. Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, on a encore pas mal de questions, mais je pense qu'on va revenir vers chacun individuellement, parce que c'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard. Donc voilà. Je vais tous vous remercier en tout cas pour votre participation. Je remercie donc Alexandre et puis Stéphane d'avoir fait cette présentation. Donc, comme prévu, vous retrouvez nos contacts à la fin de la présentation. Et donc, le replay, alors à la fois la vidéo et la présentation en PDF seront bien entendu disponibles sur notre site et vont vous être envoyés directement par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions et puis n'hésitez pas aussi à nous partager votre avis, vos impressions dans l'enquête que vous allez retrouver juste en quittant le webinaire. Merci à tous en tout cas et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous.